Lorsqu'un système est loin de l'équilibre, de petits îlots de cohérence ont la capacité de déplacer l'ensemble du système. Il y a Prigogine. Il y a environ 2 milliards d'années, plusieurs cellules se seraient rassemblées pour former une cellule eucaryote, le premier organisme pluricellulaire. D'autres transitions évolutionnaires majeures étaient encore à venir. La dernière en date sera la société humaine qui allait donner naissance au langage, à la culture et à la technologie. Dans l'épisode précédent, on a vu que les problèmes d'action collective auxquels on fait face, comme le changement climatique ou la course à l'intelligence artificielle, sont très difficiles à résoudre. Ils sont tellement ardus et nombreux qu'on a appelé ça la métacrise. Face à la métacrise, les scénarios possibles pour l'espèce humaine ressemblent un petit peu à un tir au bowling. Si l'humanité tire maladroitement, la boule de notre destin peut tomber dans l'une des deux rigoles. La première rigole, c'est si on n'arrive pas à se coordonner pour trouver des solutions aux problèmes d'action collective. On risque alors de tomber dans un chaos planétaire qui nous fait un petit peu penser au scénario de Mad Max. Si notre boule tombe dans l'autre rigole, alors on est dans le scénario dystopique. Pour résoudre des problèmes d'action collective extrêmement complexes, une surveillance de masse est décrétée pour prévenir tout comportement clandestin. Bon, c'est exactement ce qui se passe en Chine, mais cette fois-ci, ça serait à une échelle planétaire. Pour être tout à fait honnête, ces deux attracteurs, le chaos et la dystopie, ça nous botte pas des masses. La question est donc la suivante. Comment faire pour aider l'humanité à réaliser un strike ? Et donc à l'empêcher de tomber dans l'une des deux rigoles que l'on vient d'évoquer. Autrement dit, que peut-on faire pour favoriser l'émergence d'une coordination mondiale qui pourrait résoudre les problèmes d'action collective auxquels on fait face ? Bon, désolé de vous décevoir, mais on n'a aucune présentation PowerPoint qui contient la solution à tous nos problèmes. I think that's the shit, man. Highly classified shit found? Signals intelligence shit? Hello? D'ailleurs, si c'était le cas, on serait probablement en train d'envoyer des mails cryptés à la Maison Blanche, histoire de décrocher un rendez-vous avec Joe Biden. Mais bon, ça n'est pas une raison pour ne pas en rechercher. Mais avant de sauter dans ce monde utopique fait de projets merveilleux, il nous faut parler d'une chose, le super-organisme. Si on veut parvenir à agir de manière coordonnée à l'échelle de la planète, si on veut pouvoir gérer la complexité que nous avons nous-mêmes créée, il faut que la société humaine globalisée passe d'un super-organisme qui mange de facto la planète à un super-organisme intelligent. C'est-à-dire un super-organisme qui a comblé l'écart qu'il y a entre sa puissance et sa capacité à la maîtriser. Cet écart, c'est ce que Tristan Harris appelle le gouffre de sagesse. Et on en a parlé dans l'épisode précédent. Une bonne manière de réaliser le strike dont Victor vient de parler, c'est d'infléchir ces deux courbes et éviter que ce fossé s'agrandisse trop. C'est avec cette grille de lecture-là qu'on va aborder les solutions dans cet épisode. Attends. Depuis tout à l'heure, tu parles de super-organisme là. C'est quoi ce truc ? Le super-organisme humain, c'est un concept développé notamment par le scientifique Nate Hagens dans ce papier. J'en profite pour préciser que, comme d'habitude, toutes les sources sont dans la description. Dans ce papier, il analyse les activités humaines comme émanant d'un seul super-organisme sans cervelle, avide d'énergie et dont le métabolisme rejette beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Un super-organisme dont nous serions finalement qu'une cellule. Mais c'est débile votre truc! Une société elle est pas vivante! C'est les individus humains qui sont vivants, pas les groupes humains ou les sociétés! Eh bien, ça n'est pas si évident que ça. Et ça dépend des définitions. Par exemple, on peut considérer qu'un organisme qui dissipe de l'énergie, qui est capable d'autocatalyse, d'homéostasie et d'apprentissage est vivant. Si vous voulez comprendre de quoi il en retourne précisément, je vous encourage à regarder cette vidéo de la chaîne Science Étonnante. Par exemple, lorsqu'on observe une colonie de fourmis, comment elle se déplace, comment elle évolue, comment elle fait la guerre à d'autres colonies, on peut se demander si elle ne forme pas un organisme vivant à part entière. Un organisme vivant dont chaque fourmi ne serait qu'une cellule. Dans cette réflexion, la question de l'autonomie joue un rôle central. Prenons les organismes pluricellulaires dont Victor parlait en introduction. Ils sont issus d'anciens organismes unicellulaires qui, dans des contextes environnementaux précis, ont eu un avantage à se spécialiser et à trouver entre eux des mécanismes symbiotiques. Avec le temps, ces anciens organismes unicellulaires ont perdu tellement d'autonomie et sont devenus tellement interdépendants les uns des autres qu'on ne les considère plus vraiment comme des organismes vivants à part entière, mais plutôt comme une simple partie d'un organisme vivant plus grand. Quand on voit à quel point un humain est dépendant de la société dans laquelle il vit pour garantir ses fonctions de base, on peut se poser la question, est-ce nous, les individus, ou bien la société ?
qui constituent l'organisme vivant. Eh, les grandes questions métaphysiques, là, ça va 2 minutes, non? Je sais pas, moi, ouvre une chaîne de philo. ouais, respire Arthur, mais t'as raison. Disons que sans répondre à ces débats philosophiques passionnants, on peut se dire que nous en sommes déjà au stade où le bien-être de la plupart des individus humains dépend de la prospérité du super-organisme que nous composons. C'est en ce sens qu'il semble absolument nécessaire que ce super-organisme devienne intelligent. Nous n'avons, en tant qu'individus humains, pas trop d'autre choix que de nous battre pour un super-organisme plus sage. Et la première étape vers la sagesse, c'est déjà de réaliser que l'on fait partie d'un super-organisme. Et ça nécessite un changement de paradigme majeur. Avant Copernic, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que c'est le Soleil qui tournait autour. La révolution copernicienne nous a fait passer du modèle géocentrique au modèle héliocentrique. Désormais, tout le monde sait que la Terre n'est qu'un grain de poussière suspendu dans un espace infini. Notre paradigme actuel fait une erreur similaire. Il a fait de la croissance économique le moteur de notre société. Il a placé la société productiviste humaine au centre de son modèle, en oubliant qu'elle faisait partie intégrante d'un système bien plus grand et complexe. À travers ce paradigme de la croissance, notre espèce se comporte exactement comme une cellule cancéreuse qui détruit le substrat dont elle dépend. Nous sommes tout juste en train de réaliser que nous faisons partie d'un super-organisme dont le paradigme est en train de détruire le super-organisme. Cette réalisation est absolument fondamentale. Son importance est encore plus grande que la révolution copernicienne puisqu'elle va déterminer la survie même de notre espèce, mais également des animaux comme les koalas. Alors qu'est-ce qu'on attend pour changer de paradigme ? On est un super-organisme adolescent. Il faut qu'on devienne un super-organisme adulte. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Un paradigme, ça ne se change pas comme un pneu de Formule 1. Pour reprendre le même exemple, la révolution copernicienne a mis des siècles à être intégrée par la société. Au passage, il y a eu quelques procès, quelques bûchers, bref, le paradigme a été très difficile à faire tomber. Pour notre paradigme actuel, on observe le même problème. Si un individu arrête de se comporter comme une cellule cancéreuse en arrêtant de prendre la voiture, il y a quand même quelques milliards d'êtres humains qui vont continuer à le faire. Si les États-Unis abandonnent le paradigme de la sacro-sainte croissance, la Chine peut elle le conserver et en profiter pour prendre un avantage économique décisif sur son rival. Comme le dit Nate Hagens dans son papier Le super-organisme, malheureusement, le super-organisme ne peut pas planifier, il ne fait que progresser en cherchant plus d'énergie et de croissance. Dit autrement, le super-organisme court partout, les yeux fermés, en attendant de se fracasser contre le premier obstacle venu. Y a pas de sifflet là, madame ? Pour entamer cette révolution copernicienne 2.0 et sortir de notre âge bête, on va s'intéresser dans cette vidéo à 2 axes qu'on pourrait développer. Premièrement, on doit tout faire pour ne pas exploser en vol tel un popcorn. Il faut que le super-organisme humanité globalisée reste vivant et ne tombe pas dans un chaos décentralisé où plus rien ne serait coordonné à l'échelle planétaire. Pour ça, on doit parvenir à l'âge adulte vivant et éviter de se prendre une de ces rigoles desquelles personne ne sait vraiment si on pourra revenir. Et deuxièmement, on peut créer dès aujourd'hui des technologies, des mécanismes et des cultures en espérant qu'ils seront utiles demain. Peut-être que nous serons assez matures pour les utiliser après avoir tiré les leçons des catastrophes que nous n'aurons pas manqué de créer en cours de route. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Ok, eh bien, on fait quoi sur le court terme ? Eh bien, à court terme, il faut absorber au maximum le chahut de la période à venir. That's how winning is done. Il n'est pas possible, ni moralement ni rationnellement, de laisser faire, en se disant « ouais, après le déluge, le printemps ». Personne ne peut jamais savoir combien de temps l'hiver peut durer. Surtout quand on réalise que notre génération ne semble pas non plus être la plus apte à la traversée de l'Antarctique. Winter's coming. You were born in the long summer. You've never known anything else. But now winter is truly coming. Pour adoucir l'hiver, on peut déjà gagner du temps. Dans son papier, Nate Hagens fait une distinction intéressante. Pour lui, il y aurait grosso modo 2 types de technologies. Les technologies qui consomment de l'énergie et des technologies qui en économisent ou en produisent. Autrement dit, d'un côté, on a des technologies qui nous permettent de repousser le mur de la contrainte énergétique et du changement climatique, et de l'autre, des technologies qui nous précipitent dedans. Évidemment, c'est le deuxième type de techno qui prédomine aujourd'hui. Si on veut gagner du temps, il faut nécessairement inverser cette tendance autant que possible. Et on peut même élargir
élargir le propos et penser à toutes les méthodes techniques, mais aussi culturelles, qui nous permettent de repousser ce mur énergétique et climatique au maximum. On se retrouve alors pas très loin du triptyque sobriété, efficacité, renouvelable, cher à l'association Negawatt depuis plus de 20 ans. Donc pour gagner du temps, il faudrait premièrement de la sobriété, prioriser les besoins et les services énergétiques essentiels. Et quand on parle d'essentiel, c'est le bon moment de rappeler que pour la stabilité du superorganisme, il est plus important de garantir l'accès à l'eau potable de toutes les cellules que de garantir le remplissage des piscines de quelques-unes. La juste répartition de l'énergie n'est pas qu'une question de morale, c'est aussi une question de pragmatisme. Un superorganisme où la moitié des cellules n'ont plus leurs besoins essentiels garantis alors que le reste stocke du gras tant qu'il peut, et un superorganisme malade, où même les zones avec du gras finiront par mourir. Un superorganisme intelligent est forcément juste avec ses cellules. Deuxièmement, il y a l'efficacité, c'est-à-dire réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction d'un besoin donné, en privilégiant les chaînes énergétiques les plus efficaces. En gros, remplir les mêmes besoins avec moins d'énergie. Et troisièmement, des énergies qui créent moins de désordre. Il faut donner la priorité à des formes d'énergie qui créent le moins de problèmes possible. Pour Negawatt, c'est le renouvelable. Perso, j'ai la même logique, mais j'arbitre différemment et j'ouvre à toutes les énergies non carbonées, en incluant donc le nucléaire. En faisant ces trois choses, on participe à un superorganisme qui a un métabolisme plus efficace, qui dissipe moins d'énergie, qui crée moins de changements climatiques pour à peu près les mêmes fonctions. On participe à un superorganisme qui crée tout simplement moins de désordre. De fait, on infléchit les deux courbes dont on parlait tout à l'heure. On évite que le gouffre de sagesse ne s'ouvre encore davantage et on maintient notre superorganisme en vie. Mais il faut voir plus large que les aspects purement énergétiques et s'intéresser aux conséquences de toutes nos technologies. Comme on l'a vu dans le premier épisode, notre société est techno-naïve. On a trop souvent tendance à associer la croissance technologique à la notion de progrès. On croit être en mesure d'anticiper l'effet qu'auront des technologies sur notre société. Mais l'histoire nous prouve le contraire. L'adoption d'une technologie est toujours accompagnée d'effets indirects qui peuvent fragiliser notre société. Ces effets sont très difficiles à anticiper. On ne peut pas tous les prévoir, mais on peut au moins prévoir qu'il y en aura. Pour ça, il nous paraît important de passer au modèle humble de la technologie. Le modèle humble soutient que nous ne comprenons pas toujours les technologies que nous créons et que nous ne savons pas toujours comment elles modifieront notre société. La prudence est donc de mise. Pour aller plus loin, on peut ajouter à ce modèle humble les 3 lois imaginées par Human Tech qui prennent en compte les problèmes d'action collective dont on a parlé dans les précédents épisodes. Rule 1. When you invent a new technology, you uncover a new class of responsibilities. Rule 2. If that new tech confers power, it will start a race. And rule 3. If you do not coordinate, that race will end in tragedy. Notons au passage que c'est exactement ce qui est en train de se dérouler avec le développement de l'intelligence artificielle. En intégrant ces règles, on peut combler le gouffre de sagesse et ainsi minimiser les effets destructeurs des prochaines technologies. Vu la vitesse d'adoption de technologies comme l'intelligence artificielle, notre société va certainement subir quelques secousses. Il va donc falloir réguler grâce à des institutions en meilleure forme. Déjà pour qu'elles appliquent correctement les lois existantes, puis pour qu'elles deviennent plus réactives face aux bouleversements à venir. What we know is that there's a lot that we don't know. What I believe you need to do is to empower people to look for emerging risks and challenges as the technology goes along. Ces régulations devront prendre en compte la complexité des problèmes auxquels on fait face. Par exemple, la taxe carbone n'est pas seulement une question écologique, elle est aussi une question économique et philosophique, comme cela a été couvert par la série de vidéos juste ici. Si c'est à peu près certain qu'on va vivre de grosses secousses, c'est à nous d'apprendre à tirer des leçons de ces futures crises au lieu de nous conduire comme des amnésiques qui oublient l'histoire aussi rapidement qu'elle nous a roulé dessus. Vous ne savez plus qui vous êtes. En fait, vous êtes ce qu'on peut appeler un amnésique. Oui, c'est ça, je suis un amnésique. Un amnésique. Rappelons-le, les crises représentent également des opportunités. Toutes ces stratégies qu'on peut mettre en place à grande échelle et à court terme ont pour but de nous permettre de plier sans rompre, c'est-à-dire de maintenir en vie notre superorganisme. Et même si aujourd'hui on souffre clairement de ne pas suffisamment penser au long terme, il faut comprendre que préserver un court terme potable est essentiel, parce que des drames à court terme peuvent rendre tous nos plans à long terme obsolètes. Et puis parce qu'il faut avoir un peu de mémoire, et se rappeler que c'est toujours au nom de long terme aussi hypothétiques qu'idéaux que des humains ont créé des courts termes infernaux. Good world. How do you know? How do you know it'll be good? Because I know what is good. What about everyone else? All the other people who think they know what's good? They don't get to choose. Ouais, ça va, on a compris. Mais avec tout ça, on n'est quand même pas encore un superorganisme hyper intelligent. Non, mais un individu bête et vivant a plus de chances de devenir intelligent qu'un individu mort.
Bon ok, on a compris. Tout ça sur le court terme, ça peut potentiellement nous sauver les miches. Maintenant, faites-nous rêver. C'est quoi la grande utopie ? What's wrong with you? I just don't understand why every 4 years you people freak out over whether to vote for a giant douche or a turd sandwich. Because we're Americans? Because this is America? On peut le dire sans grand risque, le modèle démocratique occidental n'est pas en très grande forme en ce moment. Que ce soit en France, au Brésil ou aux États-Unis, beaucoup de citoyens se sentent obligés de choisir entre deux candidats qui ne les représentent pas. Dans une démocratie représentative, c'est un problème. C'est ici qu'intervient l'expression démocratie liquide. La démocratie liquide, c'est un système alternatif à la démocratie représentative. C'est un modèle qui permet à chaque citoyen de voter directement sur un sujet, ou bien de déléguer son vote à une autre personne qu'elle considère comme plus compétente. Par exemple, si on pense être au fait des questions environnementales, eh bien on peut directement voter pour exprimer son opinion sur le sujet. A l'inverse, si on se sent incompétent sur une autre thématique, comme une loi de régulation sur l'intelligence artificielle, alors on peut déléguer son vote à un autre citoyen ou une organisation à qui on fait confiance sur le sujet. L'entité qui a reçu la procuration peut alors voter directement, ou bien même déléguer à nouveau son vote à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui se passe si la personne à qui j'ai délégué mon vote, là, elle est corrompue et qu'elle distribue des homards, là, à tour de bras? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer, d'ailleurs. En fait, à tout moment, un électeur peut reprendre son pouvoir. Là où on trouve ça très intéressant, c'est que la démocratie liquide semble répondre à l'un des problèmes fondamentaux auxquels on fait face. La difficulté à faire sens d'un monde à la complexité croissante. Aujourd'hui, aucun individu n'est en mesure de comprendre la société dans sa globalité. Selon Jim Roth, l'un des penseurs de la démocratie liquide, ce système est conçu pour canaliser et tirer parti de l'expertise collective dont nous avons besoin, et pour accroître le sentiment de participation politique avec une plus grande adhésion aux décisions. La démocratie liquide pose déjà ses premières briques dans des projets concrets comme celui de Tournesol. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Tournesol, c'est un projet de recherche participatif. Le but est de développer un processus de décision collaborative qui vise à donner la meilleure représentation de l'avis d'un groupe sur un sujet donné. Aujourd'hui, le projet est appliqué aux recommandations YouTube. Et les participants sont invités à voter pour déterminer quelles sont les vidéos qui devraient être largement recommandées selon eux, versus les vidéos qui maximisent juste le temps d'attention au détriment de l'intérêt général. Dans le système actuel de Tournesol, tous les participants comparent des vidéos et dans le calcul du score final d'une vidéo, mes comparaisons sont supposées être équivalentes aux comparaisons, disons, du réveilleur. Seulement, peut-être que quand il s'agit de la fiabilité scientifique des vidéos sur le changement climatique, Rodolphe est plus pertinent que moi. Dans la vraie vie, je lui fais bien plus confiance qu'à moi pour savoir si un contenu est aligné sur le consensus scientifique à propos du climat. Par contre, sur le critère de à quel point une vidéo est divertissante, vu que je comprends jamais ces jeux de mots, je voudrais bien garder le critère pour moi. Et ça, c'est précisément un des concepts phares de la démocratie liquide dont Victor vient de parler. Et c'est un des prochains axes de recherche de la plateforme Tournesol. Comment on peut déléguer certaines parties de nos jugements à des personnes qu'on considère comme étant plus expertes que nous sur certains critères, ou bien en quelqu'un en qui on a une grande confiance et qui passe sa journée à regarder des vidéos qu'on n'aura nous-mêmes jamais le temps de regarder. Oh, attendez, on sait très bien comment ça va finir votre truc là. Vous croyez pas qu'on est déjà assez dans une technocratie comme ça ? C'est complètement un risque. Ces systèmes posent plein de questions passionnantes. Comment choisir les bons experts? Comment faire en sorte que la délégation à des experts ou à des gens qui regardent des vidéos toute la journée ne réduise pas trop dangereusement la diversité des points de vue exprimés dans le vote? On n'a pas encore les réponses. C'est pour ça qu'on doit chercher, et c'est pour ça que le projet de Tournesol est un projet de recherche. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'à l'échelle de nos régimes, et a fortiori d'un super organisme, on a besoin de processus de décision collective. Et on a intérêt, si on veut combler le gouffre de la sagesse, à ce que ces méthodes soient les plus robustes et efficaces possibles. Un autre axe de recherche et d'action passionnant qu'on sera avisé de suivre, c'est ce qu'on pourrait appeler l'évolumimétisme. Alors j'ai cherché sur Google, le terme n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution a déjà résolu des problèmes du même type que ceux auxquels notre superorganisme fait face. Parce que quand on y réfléchit, les organismes qui sont issus du processus évolutionnaire sont des organismes qui ont été assez sages pour perdurer dans le temps. C'est en partie l'axe de recherche d'ailleurs que propose ce papier. Améliorer la prise de décision collective grâce à l'intelligence animale et artificielle. Et on pourrait également s'inspirer du fonctionnement d'un truc que nous avons tous et qui a priori fonctionne pas trop mal pour prendre des décisions au quotidien dans un monde complexe, notre cerveau. En fait, le néocortex de notre cerveau est composé d'environ 150 000 colonnes corticales, qui ont toutes plus ou moins la même structure. Chacune peut analyser et traiter les signaux d'entrée, quel que soit le type de signal, visuel, auditif, olfactif.
Ainsi, chaque colonne peut émettre un signal de sortie qui correspond à ce qu'il faudrait, selon elle, faire. À chaque instant, 150 000 prédictions sur ce qu'on devrait faire sont faites. Enfin, clairement, mon cerveau a beau être assez énorme, je fais pas non plus 150 000 trucs en même temps. Non, et c'est ça qui est intéressant dans l'hypothèse des milliers de cerveaux proposée par Jeff Hawkins dans le livre du même nom. Ce qu'on fait à chaque instant serait la conséquence de ce qu'on pourrait appeler un vote de nos colonnes corticales. Nos actions seraient le résultat d'une sorte de consensus majoritaire atteint par les 150 000 colonnes quant à ce que je devrais faire. Et ça marche, enfin presque. Mais jamais ça va marcher votre truc là, à quoi ça rime cette recherche ou des trucs où il y a 12 utilisateurs ? En 2012, le gouvernement taïwanais poste une vidéo sur YouTube au sujet d'un futur plan de relance économique pour le pays. La vidéo raconte que comme le plan de relance est complexe, ça serait une perte de temps de l'expliquer aux Taïwanais. Sauf que la population taïwanaise a une conscience démocratique assez forte et n'apprécie pas vraiment le ton paternaliste de la vidéo. Un groupe d'hackers décide alors d'agir et lance un système d'audit citoyen du budget du gouvernement. L'idée, c'est de rendre les données sur les finances publiques accessibles sur un site internet interactif et donc de permettre au public de noter et de commenter chaque section du budget. C'est la naissance du mouvement GovZero. For each of the service of the public service that the people don't like, or think that is too boring, or think that it's missing, instead of blaming why nobody is doing this, the motto of GovZero is admitting that we're the nobody that can do this. Pour tous les services numériques du gouvernement, la communauté GovZero va proposer une solution alternative, qui soit plus transparente, plus intuitive et plus participative. En 2014, une crise politique éclate à Taïwan. C'est la révolution des tournesols. Une partie du peuple exige plus de transparence dans la vie politique du pays. GovZero va jouer un rôle déterminant dans la crise et va prendre de plus en plus de poids dans la société taïwanaise. Le modèle démocratique taïwanais se voit peu à peu renforcé par les alternatives numériques qui ont été conçues par GovZero. Ça va également aider Taïwan à traverser la crise du Covid. L'exemple taïwanais illustre parfaitement comment des projets citoyens peuvent devenir une alternative crédible au modèle préexistant, notamment dans des temps de crise. En imaginant des futurs maintenant, on crée des solutions pour plus tard. Le mouvement GovZero a donc posé les bases d'un modèle démocratique 2.0 qui s'appuie sur les nouvelles technologies pour donner un second souffle à la vie citoyenne. Avec sa démocratie digitale, Taïwan a dessiné les contours d'une troisième voie, qui s'insère entre deux voies un peu moins sexy. La première, c'est celle des États-Unis, qui n'a jamais eu des technologies de communication aussi développées, mais qui, paradoxalement, a des institutions plus fragiles que jamais. La deuxième, c'est celle de la Chine, qui emploie les technologies de la communication pour renforcer son modèle autocratique, avec un succès plus évident qu'aux États-Unis. Ah non mais je vous explique, on n'est pas à Taïwan en fait ici, donc ça marchera pas pour nous. Sauf qu'à Taïwan, la population avait le même raisonnement. Personne en 2010 n'aurait pu prévoir qu'un mouvement comme GovZero aurait pu parcourir un tel chemin. Mais en posant les briques d'un avenir même improbable, le mouvement a rendu la révolution démocratique possible. GovZero a créé un nouveau possible qui a fini par se transformer en réalité. En fait, on ne sait jamais si nos recherches, nos projets et nos utopies aboutiront. On ne peut pas savoir à l'avance si ces systèmes et ces mécanismes seront adoptés par le super-organisme humain. Personne ne peut savoir, personne ne peut prédire. Mais on peut participer à créer des possibles, dans des directions qu'on trouve pas trop déconnantes. En faisant ça, on augmente littéralement la taille de la caisse à outils de l'humanité. Ça rejoint ce qu'on appelle la théorie des possibles adjacents. Le terme a été utilisé pour la première fois par le biologiste Stuart Kauffman et concernait l'évolution des systèmes biologiques. Kauffman expliquait que ces systèmes étaient capables de se transformer en systèmes plus complexes en apportant à leur composition des modifications progressives et relativement moins consommatrices d'énergie. Ce sont ces modifications très peu consommatrices d'énergie que Kauffman a appelées les possibles adjacents d'un organisme biologique. Et en effet, on n'est pas passé du poisson à Homo sapiens en un jour, mais de possibles adjacents en possibles adjacents. Et ça a pris quelques centaines de millions d'années. Depuis le livre de Kauffman, le concept a été appliqué bien plus largement et les possibles adjacents pourraient être finalement définis comme l'ensemble des possibilités offertes aux individus, aux communautés, aux processus de production à un moment donné de leur évolution. Par exemple, appliqué à la technologie, ça donne sans écran tactile et sans les données mobiles, l'iPhone n'aurait pas été possible. Sans l'invention de l'encre, des caractères mobiles et du papier, pas de presse à imprimer non plus. Une bonne manière de se représenter le concept, c'est de penser au jeu d'échecs. À chaque instant d'une partie, plusieurs coups
sont possibles, et plein d'autres ne le sont pas, surtout quand on n'a plus qu'un pion. À l'échelle du super-organisme société globale, personne n'est maître de la partie. Ce que nous pouvons faire par contre, c'est rendre accessible une case qui ne l'était pas auparavant, et qui nous semble être une case potentiellement intéressante. Point bonus si cette case est connectée avec plein d'autres cases. C'est tout l'enjeu de créer le plus d'interopérabilité possible. Dans les années 80, certains ont œuvré pour que le logiciel libre devienne un possible adjacent, et ça a joué. C'est en partie sur cette base que certains tentent aujourd'hui de créer et de faire des algorithmes de recommandation transparents, robustes et basés sur le jugement collaboratif. On évolue en passant d'un possible adjacent à l'autre. Tous autant que nous sommes, nous pouvons rendre certains coups possibles. À notre échelle, on peut transformer un pion en reine. Et c'est énorme. À terme, on peut simplement espérer que certains des possibles auxquels nous participons deviennent la règle. Mais ça n'est pas vraiment de notre sort individuel. On dit souvent que rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Nous ne maîtrisons pas le temps, mais nous pouvons lui soumettre des idées qui nous plaisent en participant à des institutions, des projets qui incarnent l'environnement qui est, selon nous, la solution. Et ça va dans le sens de ce que nous a expliqué Jeffrey Andrews, chercheur en sciences sociales évolutionnaires appliquées. Quand il nous explique que le choix sexué est peut-être le rôle le plus proactif qui a existé dans l'évolution, notamment dans l'évolution des humains. In evolution, there's generally two forces that we think are responsible for most of the changes in frequency of traits in a population. Yeah. One is related to differential survival and reproduction, and then the second one is Darwin's observation about sexual selection. And Darwin's observation about sexual selection doesn't have to do with sex. It has to do with the idea that women are choosy. And women's preferences, or females' preferences, across any sorts of species, are able to drive the way the system goes because there's this additional sort of layer that's doing the selecting on the trait. It's like it's domesticating the system for what it wants. This is particularly interesting because it assumes that there's something else maybe outside of the system that's causing some trait that might not be immediately functional, to spread through the population at that time. Mais aujourd'hui, la famille biologique n'est plus forcément le projet où les individus sont sommés d'investir toute leur énergie. Nous choisissons d'autres formes de projets collectifs pour investir du temps et de l'énergie. Donc peut-être que dans cette transition évolutionnaire vers un super-organisme adulte, imaginer et participer à des nouveaux possibles est le rôle le plus proactif que nous pourrons avoir. En tous les cas, c'est notre conviction et on vous parlera de comment elle se décline concrètement pour Victor et moi dans le dernier épisode de cette série. Bon alors si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir en la likant, en la partageant, en donnant votre avis dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à soutenir ces deux gaillards sur Tipeee, vous l'avez vu, ils vivent dans des cachots. Et n'oubliez pas d'activer les cloches, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne Après la bière, sur laquelle le dernier épisode sortira la semaine prochaine. Merci, c'était Arthur. Oh God. He got it off! And it's struck! Down! That goes counts! the six pin. We need a ruling. Does that count?